Bonjour, chers étudiants et étudiantes. À travers cette capsule, nous allons commencer notre premier thème, à savoir la croissance économique. Cette capsule est réservée uniquement au traitement de la première section, à savoir la présentation du concept de croissance économique. Alors, pourquoi étudier la croissance? La croissance est un objectif auquel aspirent beaucoup d'économies et beaucoup de pays. Son étude est justifiée par le fait que pour atteindre un tel objectif, il faut mettre en place un certain nombre d'actions harmonieuses et concertées, ce qui suppose qu'il y a beaucoup d'intervenants pour réaliser un objectif tel que la croissance. Et puis, c'est important parce que la croissance est le moyen par lequel on peut améliorer le bien-être d'une population. Plus précisément, la croissance économique intéresse trois catégories d'intervenants. D'abord, elle intéresse les décideurs politiques à différents niveaux, local, national et international. On peut comprendre facilement que le niveau local et national, c'est évident. Mais comment la croissance au niveau international est intéressante? En quoi nous intéresse par exemple la croissance aux États-Unis ou en Europe ou en Chine? En fait, les choses et les économies sont liées. Les croissances, ce qu'on appelle des économies, des grandes économies, comme les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, est importante. La croissance américaine est importante dans un premier lieu aux Américains pour plus de consommation, plus de revenus pour les ménages, plus de profits pour les entreprises, plus d'impôts et de recettes fiscales pour l'État. Mais c'est également très important pour le reste du monde, parce que le marché américain absorbe une quantité énorme de biens qui viennent un peu qui viennent de plusieurs pays du monde, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie, etc., de l'Afrique également. Et lorsque il y a une récession aux États-Unis, ça va impacter bien évidemment le bien-être des Américains, mais ça va impacter également les autres pays du monde, l'Europe en particulier, le Japon qui vend ses voitures sur le marché américain, les pays pétroliers qui vendent du pétrole aux Américains, et ainsi de suite. En Europe, par exemple, lorsqu'il y a une récession, ça touche évidemment la population européenne, ça fait moins de revenus, moins de consommation, c'est vrai, plus de chômage, mais ça a aussi des incidences sur l'économie marocaine. N'oublions pas que notre économie vend une partie de sa production sur le marché européen. N'oublions pas que les MRE,
les Marocains résidant à l'étranger qui sont le plus souvent en Europe ne vont pas transférer beaucoup d'argent vers le pays. N'oublions pas que les Européens ne pourront pas venir en masse pour faire le tourisme chez nous, etc. Donc les choses sont liées. Puis, deuxième catégorie d'intervenants, ce sont les investisseurs privés. En fait, lorsqu'il y a une croissance, lorsqu'un pays connaît une croissance, c'est un signe de prospérité économique, c'est aussi un signe de possibilité de faire des gains. Et donc, ça fait attirer les investisseurs nationaux ou internationaux pour faire soit des investissements directs, soit des investissements en portefeuille, c'est-à-dire des placements sur la place boursière de Casablanca. Enfin, les ménages sont également intéressés par la question de la croissance parce que cela implique pour eux plus de revenus, il y a création d'emplois, plus de revenus veut dire plus de consommation, plus de possibilités de constituer une épargne, etc. Dans le cas contraire, une récession, une faible croissance, traduit généralement par des licenciements, du chômage, des consommations, des revenus moins importants, donc moins de possibilités de consommer, moins de possibilités de constituer une épargne, etc. Voilà pourquoi il est intéressant d'étudier la croissance économique. Alors, le concept de la croissance économique. Dans cette section, il sera question de présenter certaines définitions de la croissance, puis de présenter une typologie de la croissance, faire quelques précisions terminologiques, et enfin, passer en revue un petit peu une histoire de la croissance de l'économie, ou l'histoire de la croissance économique. Commençons par les définitions. Nous allons présenter ici 3 définitions. La première, donnée par l'économiste français François Perrault, puis celle de l'économiste américain Simon Kuznets, et puis nous allons présenter une définition synthétique, une définition qui est utilisée en macroéconomie. Alors, pour François Perrault, la croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension pour une nation, le produit global net et en termes réels. Vous voyez que dans cette définition, nous devons retenir 3 choses. D'abord, c'est une augmentation soutenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation, puis une baisse, etc. Non, une augmentation suivie d'une autre augmentation, et ainsi de suite. Pendant une ou plusieurs périodes longues. D'emblée, dans cette définition, nous constatons que la croissance s'inscrit dans le long terme et non pas dans le court terme. Et elle est mesurée par un indicateur de dimension. Par exemple, c'est le PIB. Généralement, c'est le produit intérieur brut ou le produit national brut. Mais ce PIB ou ce produit national brut, le PNB, sont mesurés en termes réels et non pas en termes monétaires.
Simon Kuznets insiste sur un autre élément. Il va au-delà de la simple augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes d'un indicateur de dimension, etc. Non, il ajoute une condition. Il faut que le taux de croissance du PIB qui mesure la croissance soit supérieur à la croissance de la population. Il est vrai que si, par exemple, si on prend un ouvrier qui touche, par exemple, 3000 dirhams et qui a en charge 2 enfants, une femme et 2 enfants, si on lui double son salaire, il va toucher 6000 dirhams, mais en même temps, on va lui demander de prendre en charge 2 autres enfants, plus, par exemple, sa grand-mère. Donc, il va avoir 6 personnes à charge en lieu de 3, en plus de lui. Cela veut dire qu'il ne vivra pas aussi aisément qu'auparavant. Il va vivre de la même façon. Son train de vie ne va pas changer. Parce qu'on a doublé le salaire et le nombre de personnes à charge a doublé. En fin de compte, rien ne change pour lui. Mais par contre, si on lui fait doubler son salaire, mais il va garder toujours le même nombre de personnes à charge, 3, 2 garçons, 2 enfants et sa femme, là, son niveau de vie va s'améliorer. C'est pour cela que Kuznets insiste sur la comparaison entre la croissance du PIB et la croissance de la population. Mais les 2 premières définitions, celle de Kuznets et celle de François Pérou, insistent toujours sur l'aspect quantitatif de la croissance. En macroéconomie, on va ajouter une autre dimension, la qualité. Et donc en macroéconomie, la notion de croissance désigne une augmentation continue plutôt, c'est-à-dire soutenue, de la quantité et de la qualité des biens et des services produits chaque année dans un pays ou une zone démographique, plutôt géographique. Cette augmentation est liée à l'augmentation de la productivité du travail et celle du capital, la productivité des facteurs de production. Est-ce qu'il y a une seule forme de croissance? Non. Il y a une typologie de la croissance. Nous avons une première typologie qui adopte une approche par l'offre. Et cette approche par l'offre va distinguer entre 2 types de croissance, la croissance extensive et la croissance intensive. Deuxième catégorie de typologie, celle qui adopte une approche par la demande et il va définir la croissance autocentrée et la croissance extravertie. Il y a une autre typologie qui va faire la distinction entre la croissance potentielle et la croissance effective, et puis il y a une croissance en termes d'équilibre, la croissance. Alors c'est quoi la croissance vue du côté de l'offre? Eh bien, cette approche par l'offre, c'est une tradition néoclassique
qui insiste sur les facteurs de production, le capital et le travail, et sur le progrès technique pour expliquer la croissance. Il distingue deux types de croissance, à savoir la croissance intensive et la croissance extensive. Alors, c'est quoi la croissance intensive? Eh bien, la croissance extensive, elle est due, ou elle est le résultat de l'augmentation de la quantité de facteurs de production, capital et travail, utilisés par l'entreprise. Autrement dit, on augmente les quantités produites en augmentant les facteurs de production utilisés. La croissance intensive, elle, quant à elle, insiste sur l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production utilisés. C'est-à-dire, elle insiste sur ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs. L'amélioration de la productivité globale des facteurs, elle vient d'où? Elle est induite, elle est le résultat du progrès technique, les innovations, les meilleures organisations du travail, exemple le toyotisme, le fordisme, etc. L'approche par la demande est une approche qui est de tradition keynésienne, dans la mesure où il insiste sur le fait que les entreprises produisent et augmentent leur production en tenant compte de la demande qui leur sont adressées. Ainsi, les économistes parlent de croissance autocentrée, dans la mesure où elle insiste sur les dynamiques du marché intérieur, c'est-à-dire sur la demande des ménages résidents, sur la consommation intermédiaire des entreprises résidentes, etc. Et la croissance extravertie, c'est-à-dire celle qui repose sur la demande qui émane du reste du monde. La croissance potentielle et la croissance effective renvoient à la différence entre la productivité ou la production potentielle et la production effective. La production potentielle, c'est quoi? La production potentielle, c'est celle qui serait possible d'effectuer en utilisant la totalité des facteurs de production disponibles, en l'absence de tension inflationniste. C'est-à-dire, si dans un pays, on utilise tout le capital existant, toute la main-d'œuvre existante, pour augmenter la production sans créer de l'inflation, c'est ça ce qu'on appelle la production potentielle. La production effective, c'est tout simplement la production qui est effectivement réalisée, c'est-à-dire ce qu'on produit réellement, la quantité qui est produite réellement. Et elle aussi dépend de la demande. Parce que, n'oublions pas, on est toujours dans l'approche keynésienne et l'entreprise ne produit que ce qu'elle va pouvoir vendre, c'est-à-dire en fonction de la demande qui lui est. Si la production effective est inférieure
à la production potentielle, cela signifie que l'économie tourne en dessous de son potentiel. Si la production effective est faible par rapport à la production potentielle, cela implique que nous avons du facteur capital qui n'est pas utilisé, nous avons du facteur travail qui n'est pas utilisé. À l'inverse, lorsque la production effective est beaucoup plus importante que la production potentielle, cela signifie que l'économie se trouve en situation de surchauffe et cela va se traduire par de la... Donc, les politiques macroéconomiques visent justement à rapprocher le niveau du PIB effectif, c'est-à-dire la production effective, du niveau du PIB normal, c'est-à-dire la production potentielle. Alors, comment on mesure le PIB normal? Ce PIB normal correspond au niveau de production maximale qui est compatible avec le rythme de l'inflation. Cela veut dire que, en tenant compte de tous les facteurs de production disponibles dans l'économie, on fixe le niveau maximal de telle sorte que le rythme de l'inflation ne soit pas affecté, c'est-à-dire de telle sorte qu'on ne crée pas de l'inflation. Et c'est ce PIB normal, une fois déterminé, on le fixe comme étant l'objectif à atteindre et nous avons un point de départ qui est le PIB effectif, la production effective qu'on réalise effectivement. Maintenant, on a d'un côté un point de départ, la production effective, et de l'autre côté, le PIB naturel, le PIB normal, c'est-à-dire la production potentielle qu'on peut effectivement produire en considérant les quantités de facteurs dont on dispose, et on va déterminer un taux de croissance qui nous permet d'atteindre cet objectif sans pour autant créer de l'inflation. C'est la croissance potentielle. Pour la croissance équilibrée, une croissance équilibrée est une croissance telle que le taux d'accroissement de l'offre soit égal à celui de la demande sur le marché des biens et des services. Donc, croissance équilibrée veut dire que le taux d'accroissement de l'inflation, plutôt de l'offre, suit le taux de l'accroissement de la demande sur le marché des biens et des services. Ça suppose que le marché s'autorégule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de friction. Si l'offre s'ajuste automatiquement à la demande, cela suppose que le marché s'autorégule et fonctionne normalement. La demande augmente, l'offre augmente, la demande baisse, l'offre baisse. Une croissance équilibrée satisfait si vous voulez, le carré magique, les conditions du carré magique, le carré magique de Kaldor. C'est-à-dire, une croissance équilibrée va nous permettre de gagner sur les 4 fronts.
maîtriser l'inflation, maîtriser le chômage, maîtriser les déséquilibres extérieurs et réaliser la croissance. La croissance à travers l'histoire. L'histoire de la croissance va nous montrer qu'il s'agit d'un phénomène récent. Et puis, qu'il y a beaucoup de différences entre les pays. Croissance récente. En fait, la croissance est un phénomène nouveau à l'échelle de l'histoire humaine. Parce que avant la révolution industrielle, on observe une très grande stabilité du PIB par habitant, de la richesse par habitant. Cela veut dire que depuis le début de l'histoire, jusqu'avant la révolution industrielle, le fils vivait presque de la même façon que le père. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une différence de niveau de vie entre générations. Mais à partir de la révolution industrielle, le taux de croissance économique va connaître une progression très remarquée et très importante. Autrement dit, que le fils vit toujours mieux que le père, c'est-à-dire qu'il y a les générations nouvelles ont toujours un niveau de vie meilleur que les générations passées. Le graphique suivant va nous montrer que depuis l'année 1 jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait presque pas de croissance. Vous voyez que le graphique du PIB est presque collé à l'axe des abscisses. Mais à partir du milieu du 19e siècle, on va voir qu'il y a une croissance importante du PIB. Bien évidemment, cette croissance n'est pas la même. Elle diffère selon les espaces économiques. Si on est en Asie ou aux États-Unis ou en Afrique, on n'a pas les mêmes taux de croissance économique. Cette croissance récente, on peut la présenter à travers un certain nombre de chiffres. Eh bien, entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle, il y a une quasi-stagnation, donc pas de croissance. Entre 1500 et 1820, il y avait quand même une petite croissance en moyenne annuelle de 0,33%, ce qui est faible. Et puis, à partir de 1820 et jusqu'à presque l'année 2000, on a en moyenne annuelle une croissance de 2,21%. Ça montre que, effectivement, la croissance est un phénomène récent à l'échelle de l'humanité. Alors, nous observons beaucoup de différences entre les pays. Des différences, bien sûr, en termes de croissance. Bien, différents pays du monde, les différents espaces géographiques, ne connaissent pas tous les mêmes niveaux de croissance. Il y a beaucoup de disparités entre ces pays. Si on prend par exemple les statistiques de 2007, ils montrent les choses suivantes. Les États-Unis, par exemple, représentent elles seules 20% du PIB mondial, de la richesse créée en 2007, c'est-à-dire un cinquième.
toujours en 2007, les 4 premières puissances économiques mondiales représentent plus de la moitié de la richesse créée en 2007. Ça montre, donc nous sommes avec 4 pays uniquement, plus de la moitié. Où sont passés le reste du monde? Où est passé le reste du monde? Le graphique suivant va encore, si vous voulez, montrer toute cette disparité en termes de croissance. Alors, observant ici cette zone-là, en gris, c'est les États-Unis, ici en vert, les pays émergents, l'Europe, l'Union européenne, la zone euro, le Japon, Royaume-Uni, autres pays développés, la Chine, l'Inde, le Brésil, vous voyez, la Turquie ici en jaune. Donc vous voyez qu'un nombre réduit de pays qui s'approprient presque la totalité de la richesse créée en 2007. Je ne parle pas des années 60, des années 50, des années 40, non. Je parle de 2007. On peut se demander, par exemple, où est passée l'Afrique? Où est l'Afrique dans tout ça? Donc, beaucoup de pays connaissent des taux de croissance faibles par rapport à ces puissances économiques. Et donc, ça montre toute l'inégalité du phénomène de croissance. La croissance n'est pas la même selon les espaces économiques. Alors, on termine ici notre première section. Merci pour votre attention. La prochaine capsule sera réservée à la suite de ce thème. Au revoir et à bientôt.